Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la cérémonie de vœux 2021. Une cérémonie de vœux sous un format un peu spécial. La crise du Covid-19 ne nous permet pas de vous accueillir au sein du théâtre, mais nous avons tenu à garder ce lien si particulier avec vous. Moi et mes adjoints allons à tour de rôle vous exposer en fonction des délégations, les actions réalisées en 2020 et des perspectives pour 2021. Afin de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, cette table juste à mes côtés a été spécialement conçue par les services techniques de façon à pouvoir échanger sereinement. Le théâtre ce soir est vide, ou presque. Seuls mes conseillers municipaux m'accompagnent. Mais j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre derrière votre écran. Bienvenue à tous à la cérémonie des vœux. On commence avec toi Maxence. Parle-nous des gros travaux et surtout des conséquences de la pandémie. Alors certains chantiers ont pris du retard, je parle évidemment du cinéma qui est à l'arrêt 6 mois sur l'année, ce qui n'est pas rien, en cause évidemment tout d'abord la pandémie du Covid-19 de mars à juin qui malheureusement ont dû faire stopper les travaux, mais je te rassure monsieur le maire, depuis le 14 décembre, le chantier a bien et bien repris. De ce fait, avec un arrêt de chantier forcé de 6 mois, je présume que l'ouverture du cinéma est repoussée. Alors effectivement, depuis le début du chantier du cinéma, nous avons une rupture de canalisation d'eau. Nous avons une cheminée mitoyenne d'un commerce qui menaçait de s'effondrer, la pandémie du Covid-19 et l'accident qu'il y a pu y avoir au mois de septembre dernier, malheureusement ne fait que retarder l'échéance. Mais on est sur un planning réactualisé à janvier 2022 pour l'ouverture. Ok. En parallèle, d'autres gros chantiers ont suivi leur cours. Ah oui, d'autres chantiers ont suivi leur cours, notamment l'école Louis Aragon et Madès France. Le chantier s'est poursuivi quasi normalement, malgré la pandémie. Mais ma collègue Nathalie, adjointe aux affaires scolaires, reviendra dessus plus précisément tout à l'heure. Par contre, des rues ont été rénovées aussi. Alors effectivement, sous le premier mandat, nous avons investi pas moins de 11 millions d'euros pour la réfection de nos voiries, ce qui est bien au-delà de tous les précédents mandats. En effet, des travaux de voirie ont été réalisés dans la rue des Catelets. Plusieurs sens giratoires ont été aussi créés aux intersections pour fluidifier la circulation, mais aussi le passage des poids lourds. La rue Censier est également presque terminée. Il reste encore les trottoirs. Alors oui, nous attendons la dépose des anciens poteaux d'éclairage public par une société privée pour pouvoir procéder à l'enrobé des trottoirs. La rue de la République sur Trieux a été complètement refaite aussi avec un nouvel enrobé, la création d'un trottoir et d'un caniveau. Des rénovations de voirie ont été aussi entreprises comme la rue des Élies avec la pose d'un nouvel enrobé. Sur les parties nécessitant une intervention et pour le mois de mai, les finitions du stationnement unilatéral sera fait pour fluidifier la circulation étant donné que nous sommes sur un secteur assez dangereux. Également la rénovation de la fontaine de la rue de la Fontaine Alturie avec une voirie qui a été créée à Jeune 3 afin d'accéder à la nouvelle zone d'activité économique. Des bretelles d'accès desservant cette zone ont aussi été créées par le département. Zone économique que je rappelle va accueillir le futur crématorium qui sera prévu pour 2024. Merci. Un mot sur la rue Jean-Pierre Dupont qui est actuellement fermée. Alors les services techniques départementaux sont actuellement en train d'intervenir sur la rue Jean-Pierre Dupont afin de renforcer un ouvrage d'art qui surplombe l'Helpe qui menaçait de s'effondrer et nous sommes sur un mois de délai au niveau des travaux. Alors tu l'as rappelé, sur les 6 dernières années, 11 millions d'euros investis dans les voiries. Quel est le programme pour 2021 ? Alors pour ce nouveau mandat, nous gardons le cap. Nous avons mis en place un PPI sur les 6 prochaines années. Pour cette année 2021, les rues du Marais, la rue Jeune 3, la rue Alfred Maton, François de la Place, Gabriel Zaya et la rue du Fief sur la route départementale 42 sur l'entrée de Vinuy vont faire peau neuve. Deuxième partie de la rue de la République, rue des Oïs, avec la création de trottoirs, bordurations et couches de roulement. Nous allons aussi modifier les ralentisseurs, rue Paul Lafargue et aussi devant l'institution Saint-Pierre. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet de la Plaine à Jonc et de la rue Courtecuisse. C'est un programme qui est bien chargé pour l'année 2021. Alors on a vu des gros travaux comme le cinéma, on a vu la rénovation des voiries, mais il y a aussi la réhabilitation des bâtiments communaux. Alors oui, en effet, nous avons aussi la charge, les services techniques de la ville, nos écoles. Aujourd'hui, on en dénombre pas moins de 11. Au sein de l'école Jacques Prévert, les services techniques municipaux sont intervenus dans une classe qui était relativement grande
pour poser une cloison afin d'y créer un dortoir. Et il y a aussi l'ancienne école maternelle Victor Hugo. Alors oui, effectivement, l'école maternelle Victor Hugo maintenant accueille les services de la CAF, mais aussi l'inspection académique et la ludothèque. En ce qui concerne les locaux commerciaux que la ville a acquis il y a 1 ou 2 ans, qu'en est-il? Alors afin de maintenir un centre-ville dynamique, la ville de Fourmies a décidé d'acquérir plusieurs locaux commerciaux, et notamment Petio, qui depuis des années était laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, on a l'honneur de pouvoir avoir un commerce qui s'appelle du Vracopo. Et nous avons aussi décidé d'acquérir l'ancien Boom afin d'aménager un espace pour pouvoir accueillir un marché couvert qui est ouvert tous les vendredis. Alors tu es adjoint aux travaux, mais tu as aussi une autre délégation qui est la politique de la ville. Alors Oui. un petit mot sur la politique de la ville. Alors simplement pour la politique de la ville, en 2021, entre la région, la ville et l'État, c'est pas moins de 600 000 € qui ont été mis pour pouvoir mettre en place des actions en faveur du public en quartier prioritaire de la politique de la ville, sur des actions sur l'emploi, la santé, l'éducation, mais aussi la prévention et le mieux vivre ensemble. Alors dans ta délégation, tu as aussi l'événementiel, les festivités. Et 2020 a été marqué par de nombreuses annulations de festivités. Alors oui, même si pour la plupart en 2020, nous avons eu l'autorisation de la sous-préfecture et notamment avec le sous-préfet qui a collaboré avec nous et le service événementiel pour pouvoir mettre en place des protocoles, nous avons dû annuler une grande partie de nos festivités sur la ville. Et surtout, un des plus gros événements, le deuxième gros événement de la ville de Fourmies, après le Grand Prix de Fourmies, c'est le marché de Noël, qui, je le rappelle, a accueilli pas moins de 50 000 personnes l'année dernière. Et c'est un crève-cœur de devoir l'annuler. Alors quand pouvons-nous retrouver des festivités en 2021? Alors pour l'année 2020, c'est 35 événements, festivités qui ont dû être annulés pour des raisons sanitaires. Mais pour l'année 2021, nous avons prévu de reprendre nos festivités si nous le pouvons. Nous attendrons bien sûr l'autorisation de la sous-préfecture. On a prévu de recommencer les festivités à partir du 3 avril 2021 sur le site des Véries avec la traditionnelle chasse à l'œuf. Merci Maxence pour l'intervention. J'espère qu'à Pâques, nous aurons oublié la Covid-19. Maintenant, c'est à toi, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc Bury, pour l'anecdote, tu as été chef de centre des sapeurs-pompiers de Fourmies pendant 10 ans. Aujourd'hui, tu es reconverti en adjoint à la sécurité, à la circulation et au commerce non sédentaire. Qu'as-tu pu faire en ce début de mandat? Bonsoir, monsieur le maire. Vous m'avez confié ces responsabilités que j'assume pleinement depuis la fin du premier confinement. Depuis ma prise de fonction, plusieurs sujets récurrents font l'objet de toute mon attention en matière de circulation routière. La vitesse, le stationnement et les déplacements et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les Fourmisiens et les Fourmisiennes sont nombreux à se plaindre de la vitesse excessive des véhicules dans les rues de notre ville. L'amélioration globale de l'état de la voirie incite certains automobilistes à appuyer très fort, trop fort, sur la pédale d'accélérateur, au détriment de nombreux riverains et parfois aux dépens même des cyclistes et des piétons. Aussi, afin de faire respecter la vitesse réglementaire en agglomération, nous avons réfléchi à différents aménagements, des dodanes ou des coussins berlinois par exemple. Le problème, c'est que ces derniers présentent plusieurs inconvénients, dont et particulièrement leur coût qui est très élevé. Et si leur mise en service réduit sensiblement la vitesse des véhicules, leur franchissement est générateur de bruit. C'est donc peut-être pour cette raison que personne n'en veut devant chez soi. Mais je crois qu'avec Maxence, vous avez trouvé une solution. Oui, et une solution beaucoup moins onéreuse. Maxence et moi avons convenu d'une stratégie un peu particulière qui est de favoriser le stationnement bilatéral alterné. Ce type de stationnement forme des chicanes qui provoquent un effet d'obstacle pour l'automobiliste qui n'a plus que le choix de ralentir ou de céder le passage aux véhicules venant en face. Quelques rues de notre ville bénéficient déjà de ce dispositif qui semble contenter tout le monde.
La technique est très simple, puisqu'il suffit de matérialiser les places de stationnement sur la chaussée. Et évidemment, le coût est beaucoup moins élevé que l'installation des coussins berlinois. La généralisation de ce type de dispositif est à l'étude là où ce sera possible. Toujours en termes de sécurité routière, un rond-point provisoire a été matérialisé rue Théophile-Legrand. Effectivement, monsieur le maire, c'était là aussi une demande forte des résidents qui habitent à proximité de la zone commerciale. Leur constat étant que les automobilistes roulaient particulièrement vite à cet endroit et que les accidents n'étaient pas rares. Donc il y a quelques semaines, les services techniques ont mis en place un giratoire provisoire pour en étudier les effets sur la circulation. Aujourd'hui, les résultats semblent probants quant aux effets recherchés. Ce giratoire sera donc pérennisé, entraînant cependant des gros travaux qui risquent d'amener des perturbations de la circulation, mais ce sera pour le bien de tous. Et toujours en matière de sécurité routière, nous avons le même souci de sécurité et de vitesse face au lycée Saint-Pierre. Voilà. La rue du Général Gouttière est elle aussi confrontée aux excès de vitesse des automobilistes. La vitesse excessive représente un risque, voire un danger pour les élèves de l'établissement Saint-Pierre. Nos services ont réfléchi avec la direction et avec les services de transport scolaire aux moyens de réduire la vitesse, notamment aux abords de l'institution. Il faudra également repenser le stationnement et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. À ce stade, nous avons acté la pose d'un ralentisseur sous la forme d'un coussin berlinois, mais les études restent en cours. On parle de sécurité, on dit souvent sécurité routière, mais ce n'est pas seulement la sécurité au sens large, ça peut être aussi les arbres, notamment en ville, il y en a beaucoup. Oui, évoquer les arbres à fourmis, ce n'est pas seulement citer les forêts communales et domaniales, c'est aussi mentionner les centaines d'arbres sur le domaine public que l'on retrouve en centre-ville, dans les squares, le long des chaussées, dans la cour des écoles. Ils font partie intégrante du paysage fourmisien et nous devons être vigilants quant à leur état. Or, certains sont malades, certainement en raison des périodes de sécheresse à répétition de ces dernières années. Alors, afin d'éviter des accidents, les services de la ville ont procédé à une évaluation de l'état de santé de tous nos arbres. Et fort heureusement, tous ne sont pas malades. Sur les 157 arbres qui ont été diagnostiqués, 64 devront quand même être abattus. Les autres bénéficieront d'un élagage et de soins particuliers. Et la ville de Fourmies s'est engagée à replanter 240 arbres, ce qui représente 4 arbres replantés pour 1 arbre abattu. En matière de vidéoprotection, la ville de Fourmies s'est dotée totalement de son projet de caméra de vidéoprotection. Oui, à Fourmies, la vidéoprotection prend la forme de caméras fixes et mobiles. Elles sont judicieusement installées dans des endroits stratégiques pour la sécurité. Elles enregistrent en continu et les images sont exploitables pendant 15 jours, 24 heures sur 24. Il est important de rappeler ici que la lecture des enregistrements ne peut se faire que par les forces de sécurité intérieure, en l'occurrence la gendarmerie, et sous réquisition du procureur de la République. Donc ce dispositif permet de constater en toute légalité les délits et infractions ou encore les incivilités qui sont commises, par exemple les dépôts sauvages d'ordures. Donc cette année, la commune de Fourmies a finalisé son objectif puisque les 16 nouvelles caméras ont été installées et au total, 33 caméras assurent la sécurité de notre ville. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Merci Maxence pour l'intervention. Tu vas pouvoir laisser ta place. Jean-Luc, toi, tu restes avec nous. Et j'invite Nathalie Patin, adjointe aux affaires scolaires, à venir nous rejoindre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu es enseignante à l'établissement Saint-Pierre à Fourmies. Tu m'as rejoint, moi et mon équipe municipale, aux élections de mars 2020 et tu m'accompagnes en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de l'enfance. Un début de mandat, je pense, au chapeau de roue,
avec le Covid-19. Oui, en effet, c'est le moins que l'on puisse dire. Fourmi dispose de 5 écoles maternelles et 6 écoles primaires. Cela représente environ 1200 élèves répartis sur toute la commune. Et comme tous les ans, en septembre, nous faisons la rentrée des classes. Cette année, il a fallu s'organiser différemment en appliquant les protocoles sanitaires imposés par l'Éducation nationale. Par exemple, dans les récréations, éviter les brassages des élèves en décalant justement ces récréations et insister sur le lavage des mains qui est devenu obligatoire. La commune, quant à elle, a dû renforcer le nettoyage des locaux ainsi que la désinfection et tout cela a également un coût de plus de 11 000 € pour ce trimestre. Nathalie, 11 écoles au total. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y en avait 13. La ville de Fourmi a choisi le regroupement scolaire à l'image de Aragon et Mendes France. Effectivement, sous votre mandat précédent, la ville a procédé à 3 regroupements scolaires. Donc, Victor Hugo a rejoint Pierre Perret pour former Jean-Louis Chappat. Jean Massé a rejoint les Glycines pour devenir Camille Dubocage. Et enfin, Louis Aragon, la plus ancienne des écoles de Fourmi, a connu une véritable transformation pour accueillir maintenant Mendes France. Mais ces regroupements s'expliquent pour plusieurs raisons. Oui, certaines écoles sont vétustes et très mal isolées. Maintenant, cela entraîne différents coûts dus à la consommation d'énergie et évidemment, cela se ressent également sur le budget communal. Et depuis, la ville a fait le choix d'être autonome en énergie renouvelable à l'horizon 2050 et cette autonomie passera par la rénovation thermique des bâtiments communaux et nous avons beaucoup d'écoles, donc ça tombe plutôt bien. Et donc, en fait, les écoles Aragon et Mendes France seront exemplaires. Effectivement, cette année, ces 2 écoles sont en phase de devenir exemplaires en termes de performance énergétique, isolement à la pointe de la technologie et production d'énergie renouvelable. Sauriez-vous pour les plus anciens reconnaître l'école Louis Aragon? Eh bien, je vous propose de la découvrir en images. Aujourd'hui, on vous emmène à l'école Louis Aragon sur le quartier de Trieux à Fourmi. Autant dire que cette école a profité d'une belle cure de jouvence avec un sacré bond dans le futur pour une école 2.0. Après les regroupements des écoles maternelles Victor Hugo et Pierre Perret et celui de Jean Massé avec les Glycines, Louis Aragon Mendes France, c'est le 3e groupement scolaire depuis 2014. La rénovation de l'école devait tenir compte du bâtiment primitif en préservant sa façade en briques, typique du Nord, et de réussir à l'inclure avec une nouvelle construction mariant luminosité, esthétisme et fonctionnalité. On a créé une nouvelle école tout en ossature bois. Donc on est vraiment en complément, on est à 2 époques différentes, avec deux bâtiments qui sont vraiment datés différemment. Les travaux débutés en juillet 2018 avec la rénovation et l'isolation de la toiture se sont poursuivis avec la destruction d'une dépendance vétuste de l'école Aragon, pour y reconstruire la future école Mendes France. Ces 2 structures sont reliées entre elles par une galerie de circulation très lumineuse pour ne former à l'avenir qu'une seule et même école. Les écoles Aragon et Mendes France devaient impérativement répondre aux critères de la 3e révolution industrielle, notamment produire une énergie renouvelable, mais aussi baisser nos consommations énergétiques. En termes de réglementation thermique, on est bien au-delà de ce qui est demandé aujourd'hui. L'isolation en laine de bois, donc voilà, on est avec des matériaux biosourcés, on a des performances extrêmement importantes, on a des vitrages ici qui sont des vitrages triples. On a vraiment poussé les curseurs au maximum et donc comme vous pouvez le constater, on n'a aucun radiateur. Tout le système de chauffage se fait par le plafond, ici, donc avec des panneaux, ce qu'on appelle des panneaux rayonnants. Vous pouvez remarquer que ce sont ces panneaux-là qui sont perforés, donc ça traite également l'acoustique. Et ce qu'on voit moins, c'est le système de ventilation aussi, qui est évidemment un système de ventilation double flux. Les nouveaux bâtiments entièrement de plein pied compteront au total 15 classes, auxquelles il faudra ajouter une salle des professeurs, 2 salles d'activité périscolaires, une bibliothèque, des sanitaires ainsi que 2 bureaux pour les directeurs. Cette école a fait partie de la première opération de financement participatif des Hauts-de-France, dans le but d'installer 2 toitures photovoltaïques d'un montant équivalent à 120 000 €, financées à 60% par le programme Interreg européen et les 40% par les Fourmisiens et les habitants des Hauts-de-France. Cette installation d'ailleurs permettra de réinjecter la production d'énergie dans le réseau collectif. En matière de financement, ce projet Aragon Mendes France, c'est 5 millions d'euros, financé à hauteur d'1,5 million par la dotation politique de la ville, subvention d'État, et 700 000 € par la région Hauts-de-France. Magnifique rénovation. Élèves et enseignants vont faire leur rentrée dans les tout prochains jours. Néanmoins, nous n'avons pas oublié la sécurité, Jean-Luc.
Et justement, monsieur le maire, à propos de la sécurité, des actions ont déjà été entreprises. D'une part, un espace d'attente sous forme de stationnement à l'arrière de l'école a été instauré de façon à ce que les parents puissent y attendre ou déposer leurs enfants en toute sécurité. D'autre part, lors des travaux de voirie, l'alignement de la rue Bourret sera retravaillé au niveau du parking afin d'intégrer une zone de stationnement et de limiter la vitesse des véhicules aux abords de l'école. Mais les autres écoles n'ont pas été oubliées en matière de sécurité. Absolument. Notamment les écoles Georges Brassens et Victor Hugo, qui verront leurs abords réaménagés de façon à améliorer la sécurité des déplacements des élèves. Des emplacements seront notamment réservés pour les minibus scolaires et pour les personnes à mobilité réduite. Puis j'étudierai avec les services municipaux les possibilités d'amélioration du stationnement à proximité de toutes les autres écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires. Merci Jean-Luc, merci Nathalie, merci à vous deux. Et j'invite maintenant à me rejoindre Amandine Troclé, qui est adjointe aux affaires sociales et à l'insertion, et Jean-Paul Prenot, qui est conseiller délégué au développement durable et à la santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour monsieur le maire. Amandine, tu es adjointe avec moi depuis mars 2014, tu es infirmière libérale et là tu as en charge l'insertion et les affaires sociales. Et toi Jean-Paul, tu es manipulateur radio à l'hôpital de Fourmies. Tu nous as rejoints en mars 2020 et tu es conseiller délégué à la santé et au développement durable. Tout à fait. On commence avec toi Amandine et on peut dire que l'action sociale en général a été très importante en période de pandémie. Oui, effectivement, avec la crise du coronavirus et un premier confinement strict, les personnes âgées ont été fragilisées. Elles étaient isolées de leur famille, de leurs proches, des associations, et donc leur quotidien était difficile. Il leur était notamment difficile de pouvoir trouver un proche pour faire leurs courses. Mais là, la ville de Fourmies, comme dans ses CAS, sont intervenus. Voilà, notre objectif c'était évidemment de garder le lien social, mais aussi de trouver un moyen de faire leurs courses. C'est pourquoi nous avons mis en place un service gratuit de portage de repas à domicile. Et la crise sanitaire au mois de septembre s'est accrue et résultat, on a dû prendre des décisions un peu difficiles. Oui, je le disais tout à l'heure, les personnes âgées sont les personnes les plus fragiles face à ce virus et nous avons donc dû annuler notre traditionnel repas des aînés. Effectivement, il s'agit d'un repas dansant, c'est un événement très convivial et très attendu par les Fourmisiens. Mais rassembler 1000 personnes pour un tel événement sans être sûr de pouvoir respecter la distanciation sociale et les gestes barrières était trop risqué. Bon, je pense que tout le monde l'a compris, c'était une sage décision. Même si moi aussi, ça me coûtait, franchement, passer cette journée avec les aînés, danser et leur faire la bise à tous, j'adore ça, j'adore ce moment. Mais bon, on l'espère en tout cas en 2021. Par contre, pour autant, nous n'avons pas oublié nos aînés. Oui, effectivement. Nous avons tenu à leur proposer un repas qui a été préparé par les traiteurs fourmisiens, accompagné de produits du terroir. Et donc avec cette action, nous faisions d'une pierre deux coups, puisque nous faisions plaisir à nos aînés et nous soutenions nos producteurs locaux qui souffraient économiquement durant cette période. Et donc ce fut un succès puisque 1800 personnes ont répondu favorablement, ce qui est plus que le repas des aînés. Et dans la continuité, nous avons également privilégié le portage pour le colis de Noël de nos aînés. Et Amandine, bien sûr, tu t'occupes aussi des chantiers d'insertion. Oui, on le rappelle, les chantiers d'insertion proposent un accompagnement pour les personnes éloignées de l'emploi qui rencontrent des difficultés d'intégration sociale et ou professionnelle. L'objectif, c'est de favoriser l'insertion ou la réinsertion durable sur le marché du travail. Nous avons mis en place ces chantiers d'insertion durant notre premier mandat en 2016. Et depuis, beaucoup de travaux de rénovation et d'entretien ont été réalisés dans les bâtiments communaux. Voilà, notamment par exemple la réfection de logements à la résidence autonomie Jules Lassalle qui accueille les personnes âgées, les travaux de réhabilitation du marché couvert, l'ancien Boom, des travaux à l'ancien Greta rue Arlette Colrante, également les espaces verts sur le territoire intercommunal et nous avons d'ailleurs mis en place durant le premier confinement un service de ramassage des déchets verts chez les particuliers. Parallèlement, tu t'occupes aussi du conseil des aînés.
qu'est-ce que ce Conseil des aînés? Notre Conseil des aînés, nous l'avons également mis en place pendant notre premier mandat. L'objectif, c'est de donner la parole aux personnes âgées, donc qui connaissent les usages de leur ville, et aussi de favoriser l'entraide et le lien intergénérationnel. C'est un organe qui est force de proposition pour les élus. D'ailleurs, certains membres participent aux commissions communales, et c'est également un espace de débat. Et d'ailleurs, je peux dire que d'anciens conseillers des aînés sont devenus conseillers municipaux pour le Conseil 2020. Et 2020 était l'année de renouvellement du Conseil des aînés. Voilà, le Conseil des aînés est élu pour 3 ans, renouvelable une fois. Il est constitué donc de 16 membres titulaires et de 8 suppléants. Nous respectons évidemment la parité homme-femme. Et en 2020, nous avons procédé donc au renouvellement du Conseil des aînés ainsi qu'à de nouvelles élections donc pour occuper les places vacantes. Alors, rappelle-nous quelques actions à l'initiative du Conseil des aînés. Oui, donc le Conseil des aînés favorise des projets intergénérationnels et transversaux. Alors en action, on peut citer quelques exemples. Donc ils ont travaillé au niveau de la propriété urbaine, notamment avec les poubelles à déjection canine. Ils ont également créé un livret de gestes éco-citoyens à destination des enfants des écoles primaires fourmisiennes. Actuellement, ils travaillent sur un projet d'information de lutte contre la cybercriminalité en partenariat avec la gendarmerie de Fourmies. Merci Amandine, merci de ton intervention. Et on passe à toi maintenant, Jean-Paul. Jean-Paul, le 24 janvier 2020, les premiers cas de Covid arrivent en France. Un mois plus tard, le directeur général de la santé nous dit qu'il n'y a pas du tout de logique à porter un masque. Un mois plus tard, on nous dit que l'État va réquisitionner les masques et la production de masques pour les donner aux soignants. Peux-tu nous éclairer? Alors, c'est l'histoire d'un virus qui a surpris tout le monde et qui a surpris surtout un pays, la France, qui n'était pas du tout armé pour résister à cette pandémie, malheureusement. Et oui, Mme Bachelot, lors d'une intervention, avant d'être ministre de la Culture, disait « La seule leçon à tirer, c'est qu'il faut se prendre en charge ». C'est ce qu'a fait l'hôpital. Devant cette pénurie, on a fait au mieux pour se protéger et protéger les patients. Ça n'a pas été évident. Et il y a eu un élan de solidarité de la ville de Fourmies qui a fait don de ses gels hydroalcooliques et de ses masques qui n'avaient pas été utilisés au deuxième tour des élections municipales aux soignants et au personnel des hôpitaux et au personnel soignant de ville. Mais il y a eu aussi une grande solidarité, un élan de solidarité un peu partout et on a réussi à se débrouiller pour se protéger. Notamment avec la concession de masques et de blouses de fortune grâce à un réseau de bénévoles, notamment. Tout à fait. Et en même temps, le labo, qui se trouve juste derrière notre théâtre, a aussi, lui, agi dans un élan de solidarité. Le labo nous a beaucoup aidé en fabriquant, grâce à son imprimante 3D, des visières de protection pour le personnel soignant comme pour les commerçants qui en avaient grand besoin. Ça a été plus de 1200 visières de protection qui ont été données gratuitement, comme ça, dans un circuit court, pour nous protéger et de répondre à la carence de l'État. En même temps, la commune de Fourmies s'était engagée et a procédé en tout cas à une distribution de masques. Oui, la ville de Fourmies a fait une commande le 27 avril de plus de 12 000 masques et ça s'est ajouté aux masques donnés par la région des Hauts-de-France. Et donc on a fait une distribution aux habitants. Alors j'ajoute que ces masques ont été commandés à une société de la Somme, mais qui est elle-même possédée par des Fourmisiens. Alors bien sûr, il a fallu procéder à une distribution. C'est toute une organisation. On a invité les habitants de la commune de Fourmies à se positionner soit grâce à Internet, soit en téléphonant, en connaissant la composition du foyer, pour savoir de combien de masques ils pouvaient bénéficier. Et cette distribution s'est très bien passée. On a dû recommander d'ailleurs plus de 13 000 masques plus tard. Toujours dans le domaine de la santé, Fourmies, comme de nombreuses villes, font face à une pénurie de médecins. Oui, comme dans beaucoup de régions rurales, il manque de médecins sur Fourmies. Il n'y a plus que 6 médecins. Le plus jeune ayant 52 ans pour plus de 13 000 habitants. Et on a cherché, et il y a 0 dentiste, alors qu'à un moment, il y avait plus de 7 praticiens dans la ville. Donc la ville a cherché un moyen de recruter de jeunes médecins. Mais la ville n'est pas restée inactive. En 2019, elle a pris une décision forte. Oui, l'Assemblée communale a voté une bourse d'études qu'on offre aux jeunes médecins en fin d'études, donc, et ça fait 156 000 € investis de 2020 à 2026 pour attirer des jeunes médecins dans la région. Et en 2020, le premier résultat.
Tout à fait. Elle s'appelle Marie-Charlotte Devin. Elle est étudiante en odontologie. Elle a 23 ans. Et pour les 5 dernières années de ses études, nous allons l'aider financièrement, ce qui fait un coût de 23 000 €. Mais dans ce contrat, cette personne, Marie-Charlotte Devin, doit exercer 5 ans dans la ville de Fourmies en tant que dentiste. Alors, vivement, j'allais dire 2022-2023, qu'elle puisse arriver en tout cas dans nos locaux. Oui. Et pour terminer, Jean-Paul, dans l'ancien Grétin qui se trouve rue Léo-Lagrange, la ville a mis à disposition et réhabilite d'ailleurs, grâce aux chantiers d'insertion qui sont gérés par Amandine, ici présente, nous allons mettre à disposition de l'hôpital de Fourmies un hôpital de jour en psychiatrie. Oui, et en effet, il était indispensable de proposer une offre de soins alternative à l'hospitalisation, en complémentaire des soins des centres médicaux psychologiques et au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, les locaux du centre hospitalier ne permettant pas une telle implantation. Ces espaces ont été réalisés en outre par les brigades de chantier d'insertion, dont Amandine justement a la charge. Merci Jean-Paul, merci Amandine, merci à vous deux. Et j'invite à me rejoindre sur le plateau Philippe Viéville, adjoint au commerce, à l'artisanat et au tourisme, et Sandrine Colano, présidente de l'Union commerciale. Bonsoir Philippe, nouvellement élu en mars 2020 dans la nouvelle municipalité. Tu es adjoint à l'artisanat, au commerce et au tourisme. Je peux dire qu'avec la crise du Covid, adjoint au commerce, c'était ton baptême du feu. Bonsoir Michael. Oui, déjà, de par ma profession, où j'ai des clients communs, restaurateurs et bars, je peux dire que cette année 2020 a été très difficile pour eux. Et aujourd'hui, les bars-restaurants sont encore fermés. Et je pense que le premier trimestre 2021 va encore être difficile pour eux. Mais des municipalités comme la ville de Fourmies ou d'autres collectivités comme la petite commune sud-avesnois ont fait en tout cas ce qu'elles pouvaient faire auprès des commerçants. Tout à fait. L'État a mis en place le chômage partiel et mis en place des aides économiques, mais qui ne vont pas compenser toutes les pertes, malheureusement, des commerçants. Et pour avoir un petit peu le son, en tout cas, du côté des commerçants, merci Sandrine Colano d'être assise avec nous sur ce plateau. Sandrine, qui est gérante de Fringues et Moi et aussi présidente de l'Union commerciale. Bonjour Michael, merci de m'inviter. Sandrine, avant que de te laisser la parole, on va regarder une interview qui a été tournée avec toi dans le centre de Fourmies. En 2020, les périodes de confinement ont par 2 fois bousculé nos habitudes de consommation. Entreprises et commerces de proximité ont dû s'adapter. Beaucoup ont été forcés de limiter, voire de stopper leur activité. Sandrine Colano, gérante du magasin Fringues et Moi et présidente de l'Union commerciale fourmisienne, revient sur cette année si particulière. Le premier confinement, ça a été une surprise générale pour tout le monde. Je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à devoir fermer nos commerces. Assez tardivement, lors de ce confinement, on nous a laissé entendre qu'on pouvait mettre en place du click and collect. Après, c'était pour nous l'espoir de réouvrir au mois de décembre, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est notre plus gros mois de l'année. Forcément, le déconfinement, ça a été la libération. Et donc là, on se dit, ça y est, on vient d'ouvrir, on nous laisse travailler, on va pouvoir faire notre mois de décembre. Donc notre objectif, c'était ça. C'était pour moi préparer mes décorations de Noël, faire mes vitrines, faire des publications pour que les clients se disent en décembre, on pourra aller dans les magasins et on pourra trouver ce dont on a besoin. On n'est pas obligé de faire nos achats via Internet. On peut remercier d'ailleurs nos clients d'avoir été présents sur le mois de décembre et tout au long de cette année 2020 qui a été compliquée. Le deuxième confinement, je pense qu'on l'a plutôt vécu comme une colère et une injustice, de se dire on doit encore fermer. Pourquoi est-ce qu'on peut aller s'acheter des draps et pas des vêtements? Pourquoi est-ce qu'on peut aller faire la queue dans un hypermarché mais pas dans un petit commerce? Et je pense que tous les commerçants de détail et les petits commerces le ressentent comme ça actuellement. On n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre tous nos produits sur Internet. On est des petites boutiques. Chaque article, on l'a quasi qu'en un exemplaire. Donc on n'est pas fait pour vendre sur Internet. Après, l'avenir et le virus nous dira si l'année 2021, ce qu'on espère tous, sera certainement meilleur, le vaccin arrive et qu'on puisse continuer de travailler. Parce qu'à aujourd'hui, je pense que ça c'est un point qui est important, on ne veut pas vivre des aides, nous on veut travailler. Sandrine, toi ou tes collègues commerçants, quand on vous a dit que vous n'étiez pas des commerces essentiels, des activités essentielles, qu'est-ce que tu en as pensé?
D'abord de l'inquiétude, de l'injustice. Pourquoi on doit fermer à un moment donné? Qu'est-ce qui est risqué de venir dans nos commerces? C'est surtout cette incompréhension de notre situation à nous, petits commerçants, vis-à-vis des grandes surfaces qui pouvaient rester ouvertes. Fin novembre, vous avez enfin obtenu l'autorisation d'ouvrir. Est-ce que les clients étaient au rendez-vous, notamment avec les fêtes de fin d'année? Alors, dans mon domaine d'activité, oui, les clients étaient au rendez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience de l'intérêt d'acheter local. Et je remercie nos clients de notre territoire d'être venus dans nos commerces si nombreux pour ce mois de décembre. Alors par contre, on a connu quelques confinements, plus ou moins confinés. Toi, tes collègues, comment vous avez su vous adapter? Alors au premier confinement, ça a été, on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire. Donc les click and collect se sont mis en place, mais très tardivement. Au deuxième confinement, entre guillemets, on était rodés. Donc pour ma part, on a mis immédiatement en place le click and collect via des affichages sur la vitrine, de la publicité radio et surtout les pages Facebook où on a pu mettre en avant nos produits et vendre nos produits. Donc voilà un petit peu ce qui a pu se passer pour pas mal de commerces, ou que ce soit fleuristes, vêtements. On a essayé dans différents domaines d'activité de continuer à garder le lien avec nos clients. Donc c'était un nouveau challenge parce qu'aujourd'hui on reçoit des clients, mais nous vendre via les réseaux sociaux, ce n'est pas notre activité principale. Alors le e-commerce, c'est la concurrence ou c'est l'avenir? Je pense que ça reste de la concurrence. Notre domaine d'activité, nous justement, c'est le contact client. On n'est pas forcément fait et on n'a pas ni les moyens ni les outils nécessaires pour vendre sur Internet. Aujourd'hui, c'est un moyen de s'en sortir, de garder le contact avec nos clients, de faire quelques ventes. Mais on n'a pas les capacités d'Amazon, leur manière de faire par rapport à cette vente de produits. Notre fort aujourd'hui à nous, c'est les clients, le contact avec eux, le service. Merci Sandrine, en tout cas d'être venue sur ce plateau plaider la cause des commerçants et des commerçants fourmisiens. Et je ne peux que vous inciter à venir acheter local, encore mieux si c'est Fourmi. Merci Sandrine. Philippe, la ville de Fourmi a répondu à un appel à projet régional, redynamisons nos centres-villes, nos centres-bourgs. Là-dessus, il y a un gros projet de requalification du centre-ville à Fourmi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, la commune a décidé de dynamiser le centre-ville en changeant le mobilier urbain, l'éclairage public, d'espaces verts et éventuellement de changer une partie du plan de la circulation pour pouvoir amener des places de stationnement supplémentaires et pour dynamiser le commerce local et que la ville soit beaucoup plus agréable. Et bien évidemment, en concertation avec les commerçants. Tout à fait. Et c'est un projet qui est évalué à 3 400 000 euros. Donc on a fait une première réunion avec les commerçants pour les mettre au courant un peu du projet et de demander ce qu'ils attendaient de ce projet, voir les avantages et les inconvénients bien sûr. Et donc on aura une prochaine réunion qui se tiendra à mon avis début février. Et tous les commerçants seront invités en espérant qu'ils seront plus nombreux que la première fois. Et ce que je souhaiterais ajouter aussi, c'est qu'au niveau de Sandrine, qui est présidente de la fac, c'est que je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de commerces fourmisiens qui adhèrent à l'association. Parce que comme on dit, plus on est nombreux, plus on est plus fort. Mais je pense que l'association compte déjà énormément d'adhérents. 90, 100 ? Pas très loin. On est environ 80 tout de suite, puisqu'il y a eu quand même quelques commerces qui ont fermé. Donc on a environ 80 commerçants adhérents. Maintenant, c'est vrai qu'il nous manque encore quelques commerces et on aimerait être le plus fort possible. L'union commerciale veut justement accepter tous les commerçants. On est fermé à personne. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent venir apporter leurs idées et leurs aides, on a envie qu'elles viennent avec nous. Parce que forcément, on ne peut pas penser à tout. On n'a pas forcément tous les mêmes idées selon nos domaines d'activité. Donc tous les commerçants seront accueillis avec joie et au contraire, s'ils peuvent nous aider et nous donner peut-être de nouvelles idées pour dynamiser notre commerce, on les attend. Tout à fait. En tout cas, moi je tiens à féliciter Sandrine en tout cas, et toute ton équipe au bureau pour quand même le dynamisme de l'association d'union commerciale. Moi je tiens à le dire ici devant
tous les téléspectateurs en tout cas. Merci, Et je tiens Mickaël. aussi à te rassurer, toi en tant que commerçante et tous tes collègues, durant les travaux, on sait que c'est toujours très contraignant, mais en tout cas on fera en sorte que tous les commerces restent accessibles. Et Philippe, plus précisément, la ville, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour les commerçants formisiens? Nous, à la commune, on a fait avec nos moyens, disons, et on a mis en place un certain nombre d'actions commerciales et promotionnelles vis-à-vis des commerçants. En priorité, une vidéo d'1 minute pour chaque commerçant qui met en valeur son commerce, et après ça partira sur les réseaux numériques. On a mis en place aussi 3 bons d'achat de 50 € pour chaque commerçant et 10 000 € de chèques électroniques pour permettre à la clientèle de chaque commerçant de pouvoir développer leur chiffre d'affaires. Merci à tous les deux, merci de votre présence sur ce plateau ce soir. Et nous allons changer de domaine, passer au sport et à la culture. Et je vais inviter Louis Idé et Valérie Dufossé à venir me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Valérie, on va commencer par toi. Tu es adjointe à la culture, à la communication et aux relations publiques. La saison 2020, saison culturelle 2020 était prometteuse. Et puis, on a dû baisser le rideau. Oui, donc tout à fait. Le secteur culturel a été lourdement impacté par la crise Covid. Et avec beaucoup de regrets, nous avons dû fermer la médiathèque Anton Krings, le pôle d'enseignement musical et le théâtre Jean Ferrat. Avec beaucoup de regrets et à contre-cœur, puisque la médiathèque Anton Krings, nous avions engagé la microfolie. Quant au théâtre Jean Ferrat, nous avions une programmation qui était très très prometteuse, qui avait très bien démarré, et entre autres avec Marc-Antoine Lebray, où nous avions eu un très beau taux de remplissage. Et le premier ballet que nous faisions, qui était Casse-Noisette, où là aussi on avait une salle vraiment complète. Et la suite, on la connaît. Et malheureusement, oui, la suite, nous la connaissons tous. Donc une saison qui était en plein essor, une jauge qui se remplissait, nos spectateurs étaient au rendez-vous. Nous avions pas loin de 2000 personnes qui avaient déjà engagé dans les tout premiers mois leur spectacle. Donc on était vraiment très 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 positifs sur cette saison. Et malheureusement, nous avons été stoppés dans nos élans. Le choix pour autant a été de se porter sur une prolongation, un report tout au moins de certains spectacles qui avaient été non joués à cause du Covid, parce qu'on souhaitait quand même, de par les belles choses que nous avions fait, ne pas décevoir notre public et pouvoir leur proposer justement une continuité dans l'offre au niveau du théâtre. Et les saisons culturelles, c'est toujours de septembre à juin. Et on peut dire que la saison 2020-2021, on avait mis le paquet, je crois. Alors on avait mis le paquet, monsieur le maire, mais c'était surtout une saison qui était très riche. Alors elle est toujours très riche, puisqu'on n'a pas changé sur le fond. Un théâtre de boulevard avec des acteurs comme Valérie Amido, Patrick Sébastien, Michel Evenou par exemple. Catégorie humour, nous avons des De Benoît, des Bernier, des Alex Geoffrey. Sans oublier toujours l'opéra, les ballets, pour ouvrir aussi et diversifier l'ensemble des propositions que l'on peut avoir auprès de nos spectateurs. On a été également très très satisfait de nos abonnements, puisque 96 abonnements ont été engagés le premier jour de l'ouverture de saison. Donc là, on est très très positif là-dessus. On a fait également le choix d'offrir et de faciliter l'accès à la billetterie. Donc aujourd'hui, le pôle d'enseignement musical propose de la vente de la billetterie du théâtre. Donc ce qui est très positif, puisque ça facilite là encore la communication, les échanges, et surtout on a vraiment une équipe qui conseille maintenant le spectateur dans ses choix. Donc surtout aujourd'hui, c'est que par rapport à la situation Covid, c'est qu'on est tous très très impatients, donc nous les équipes, d'avoir l'autorisation maintenant de réouvrir nos salles. Je sais qu'on va avoir Chantal Goya, qu'on avait reçu au Grand Prix de Fourmi, Adamo aussi, que j'adore. Alors oui, en tout cas, on a beaucoup de chance, on a pu maintenir des grands artistes, surtout comme Salvador Adamo, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Ouais. Et que j'adore. Et que vous adorez. On espère en tout cas que tous ces spectacles seront maintenus. La médiathèque aussi, qui a été jugée non essentielle, et bien évidemment qui a dû fermer, mais qui a su s'adapter par contre. Alors la médiathèque, lors du premier confinement, a été fermée. Donc elle a été fermée de mars presque jusqu'au mois de mai, pendant 2 mois. Heureusement pour nous, le deuxième confinement a vu un assouplissement des règles sanitaires. Pour autant, les équipes accueillent en toute sécurité les usagers. C'est-à-dire que l'on fait un appel téléphonique, une prise de rendez-vous, et là on peut, en fonction de la jauge intérieure de la médiathèque, vaquer à l'ensemble et accéder à l'ensemble des supports.
Ce qu'on a également mis en place, c'est le J'appelle, j'emprunte. Donc là, encore une fois, de par l'opportunité d'aller sur le portail de la médiathèque, donc le site internet de la médiathèque, on peut venir faire ses choix de supports livres, DVD, CD, musique, tout support culturel. Et là, en fait, pareil, on vient un petit coup de fil, on réserve ce que l'on souhaite, les équipes préparent, on passe, on prend et on enlève. Mais la médiathèque, c'est aussi un lieu qui bouge. C'est pas seulement un lieu où tout est silencieux. Non, les médiathèques, le concept de la médiathèque a évolué. On est plus sur la bonne bibliothèque. La médiathèque est là aujourd'hui pour s'ouvrir. Donc elle s'ouvre vraiment à tous les profils d'usagers. La médiathèque, c'est un endroit où vous allez pouvoir y retrouver des animations, des expositions, de bénéficier par exemple d'un accompagnement numérique, à l'aide au développement numérique, de participer à des ateliers créatifs, puisqu'on a également des partenariats par exemple avec la ludothèque. Mais surtout, le dernier gros support qu'on a mis en place, c'est la microfolie. Et là, la microfolie, nous travaillons en partenariat avec le musée du Louvre. Nous travaillons en partenariat aussi avec les écoles, avec les lycées, les collèges. Donc on est vraiment là pour amener de façon dématérialisée une partie des œuvres du fameux musée Louvre de Paris. Donc ça, c'est un très très gros point et vraiment j'invite les usagers à venir découvrir cette microfolie là très prochainement, dès que la situation sera revenue un petit peu plus à la normale. Alors notre pôle d'enseignement musical, lui aussi, s'est adapté pour la première fois avec de l'enseignement à distance. Là encore, un grand merci au dieu du numérique qui nous a permis de mettre en place de la formation en distanciel. Ça a demandé aux enseignants et aux élèves une nouvelle adaptation, de développer en fait de nouvelles relations, je dirais, humaines, parce qu'il n'y a rien de plus, je dirais, difficile pour un musicien qui est privé justement de ces échanges musicaux, parce que la musique c'est vibratoire aussi avant tout, et on a vraiment besoin de ce contact humain. Et là, on a réussi, les enseignants ont vraiment su avoir une approche pédagogique pour amener et compléter la formation des élèves du mieux qu'ils pouvaient le faire, parce que bon, la situation, encore une fois, est assez compliquée. Mais 2021, on peut espérer la reprise de nombreuses manifestations au pôle d'enseignement musical. Alors au niveau du pôle d'enseignement musical, là encore, on reste positif. On est dans la culture, donc on reste toujours très positif. Et on espère justement prochainement pouvoir reproduire donc, les mardis musicaux, où les élèves du pôle d'enseignement musical se produisent dans le théâtre devant le public. Donc là aussi, j'invite tous les Fourmisiens à venir participer et admirer la production des élèves du pôle d'enseignement musical. Nous avons aussi l'orchestre philharmonique qui malheureusement s'est retrouvé aussi un petit peu stoppé dans son élan de par le manque de possibilités de se produire. Pour autant, notre directeur, M. Olivier Cambier, a lui aussi su s'adapter et proposer une continuité dans l'organisation de petits groupes d'orchestre, justement pour continuer à faire aussi travailler l'orchestre et à continuer à le faire évoluer. Donc là, on espère aussi que c'est des choses qui, à terme, vont pouvoir continuer et s'ouvrir et qu'on reprenne une vie un petit peu plus logique comme on avait pu l'avoir auparavant. Mais pour autant, il y a toujours des projets pour 2021. Oui, il y a un très beau projet qui se profile puisque nos 3 établissements, le pôle d'enseignement musical, la médiathèque et le théâtre Jean Ferrat, vont pouvoir nous proposer un grand thème culturel sur le XVIIe siècle où on va pouvoir présenter, remettre aussi en avant des grands auteurs comme Mozart par exemple pour la musique, Jean de La Fontaine pour la littérature, également des pièces de théâtre qui vont être dans ce secteur-là en fait de l'histoire. Et au niveau des enfants, au niveau des scolaires, on va encore aussi pouvoir venir amener quelque chose de complémentaire. Et un autre projet également qui nous tient fort à cœur, c'est le développement d'une classe de théâtre. Donc nous sommes actuellement en préparation sur le projet pédagogique. Il est sur sa phase de finalité pour que, mois de septembre, on espère justement pouvoir faire les ouvertures, les inscriptions et proposer encore quelque chose de complémentaire à tout ça. Merci Valérie, merci pour ton intervention. On passe à toi, Louis. Alors Louis, tu es adjoint au sport et aux associations.
Alors on l'a vu avec Valérie, la culture est impactée, mais le sport aussi. Oui, c'est une triste année pour le sport, en particulier l'annulation de beaucoup de manifestations sportives, entre autres le Grand Prix de Fourmies, qui est le fleuron de notre ville. Il faut savoir que le Grand Prix de Fourmies accueille 35 000 personnes, en plus du salon de l'entreprise. Donc les mesures sanitaires étaient trop importantes pour qu'on puisse continuer. Donc le conseil d'administration a annulé le Grand Prix de Fourmies. On peut tout à fait le comprendre, en effet, les mesures sanitaires étaient trop contraignantes. Ah oui, c'est sûr. En dehors du Grand Prix de Fourmies regorge, j'allais dire, d'associations sportives, donc de licenciés qui n'ont pas pu pratiquer leur sport. Tout à fait, parce que Fourmies, c'est une centaine d'associations qui comportent un petit peu tous les sports. On a la chance d'avoir des salles de sport adéquates. Donc on peut citer le football, le basket, le handball, le rugby, le tennis de table, le club de plongée, le club nautique. Donc c'est tout un amalgame d'associations qui est représenté un peu partout en France aussi, parce que nous avons des résultats nationaux qui ne sont pas négligeables. Et bien évidemment, en plus de cela, ça a impacté aussi le côté financier des associations. Ah, c'est certain. Ayant beaucoup moins de licenciés, donc les clubs ont une perte de trésorerie, ont une perte surtout de trésorerie. Et pas de spectateurs. Bon, encore à notre niveau, c'est peut-être pas trop grave, mais si on peut citer le niveau national, il est vrai que le manque de spectateurs a impacté énormément les trésoreries des associations. Et on sait que les associations demandent certes bien évidemment des subventions à la collectivité, mais pas que. Elles organisent aussi des lotos, des repas dansants qui n'ont pas pu exister, et bien évidemment ça a obéré leur trésorerie. La piscine aussi, piscine municipale, qui elle aussi a subi une fermeture, mais qui a su aussi s'adapter. La piscine a fermé une première fois jusqu'au mois de juin. Donc on pouvait, sur rendez-vous, avec un nombre contingenté de nageurs par ligne d'eau, accéder à la piscine. Par contre, au second confinement, ça n'a plus été le cas. La piscine n'était ouverte qu'aux scolaires, c'est-à-dire environ 5000 enfants qui sont venus sur novembre et décembre nager. Mais pour autant, avec toutes ces contraintes, la ville a poursuivi ses projets, et notamment les projets des tennis couverts et extérieurs aussi, qui ont débuté déjà en 2020. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ça, c'est notre projet, on va dire c'est mon petit bébé, comme on dit. Non, les travaux vont commencer. Je pense qu'aujourd'hui, ça a dû commencer. Donc, actuellement, nous avions 2 cours extérieurs et un cours couvert, et puis un petit clubhouse. Donc là, on va démarrer sur la construction de 2 cours couverts et 2 cours extérieurs avec la construction d'un clubhouse. Donc le clubhouse, il va être secrétariat, convivialité, comme un clubhouse, plus à côté, on va construire un paddle. Donc paddle, c'est un mini cours de tennis qui permet la pratique de tennis, mais sur une petite surface. Et rappelons que les tennis, ce n'est que la phase numéro 1 du projet, puisqu'il y aura 3 phases, La deuxième phase, qui sera la piste d'athlétisme et le drainage du terrain d'honneur. Et la troisième phase, les tribunes et les vestiaires pour homologuer le terrain synthétique. Merci Valérie, merci Louis. Merci. Et on va passer encore à un autre domaine. Et je demande de venir me rejoindre à Corinne Lefort pour l'urbanisme et à Benoît Wasca pour les finances. Bonsoir Corinne, bonsoir Benoît. Corinne, on commence par toi. Donc tu es hôtesse de caisse dans un hypermarché de Fourmies. Tu nous as rejoints en mars 2020 et tu es adjointe au logement social et à l'urbanisme. Et en matière de logement social, il y a du nouveau à Fourmies. Oui, et c'est une bonne nouvelle car la demande de logement est forte, surtout pour les maisons. Le bailleur social avesnoise est en train de construire 6 logements type T4 rue de Grenoble. Livraison prévue cette année. Et cette offre de logement complétera l'offre existante avec les bailleurs Promocil, Fourmies Habitat et Partenor. Et on sait que le patrimoine, notamment de Fourmies Habitat, mais pas que, 75% du parc date d'avant 1970, c'est-à-dire d'avant toute norme thermique, ce qui fait que ce sont des véritables passoires énergétiques. Et Fourmies Habitat est en train de réhabiliter son patrimoine. Ouais. Et on intervient partout, des réhabilitations importantes pour un investissement de près de 90 000 € par logement. L'ancienne gendarmerie, 18 logements, la résidence d'Elval ou encore la résidence Joliot-Curie, les Tourtereaux, 30 logements. En tout, ce sont plus de 600 logements programmés pour une réhabilitation thermique jusqu'en 2029, soit 50% du parc de l'OPH
soit plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est quand même pas rien. En plus de tout cela, nous réhabilitons un grand nombre de logements au fil des rotations, comme par exemple une dizaine de logements. Rénovation rue Jacques Duclos et Robespierre pour plus de 40 000 euros par logement. Ou encore le ravalement des façades Bellevue pour plus de 400 000 euros. Alors 2021, on sait aussi que c'est le lancement de la convention ANRU. ANRU, c'est la rénovation urbaine, notamment du quartier de l'Espérance qui concerne Fourmi Habitat. Oui, tout à fait. Cela concerne 284 logements pour pas moins de 23 millions d'euros. 90 logements en réhabilitation, dont la résidence Victor Delloup, la construction de 72 logements neufs et démolition de 102 logements, soit les entrées A et B de la résidence Jeanne III et la tour Jeanne III. Alors ça, c'est la phase 1, mais il y a la phase 2 aussi qui concerne la Vénoise, donc la cour Carrée et la rue Michel-Dubois. Oui, et là, c'est un projet de 25 millions d'euros avec la cour Carrée et la rue Michel-Dubois, où les logements seront déconstruits pour voir naître une ferme urbaine et une reconstruction de 63 logements sur le quartier écologique Rêve 3 des Verreries. Alors toujours en matière de logement, la ville a instauré en 2017 le permis de louer. Permis de louer qui est toujours en activité. Oui, depuis septembre 2017, un permis de louer est nécessaire avant une mise en location d'un logement. Il s'agit d'assurer un logement digne aux locataires en luttant contre le mal logement, mais aussi de lutter contre les marchands de sommeil. En 2020, 254 dossiers de permis de louer ont été déposés. Si un propriétaire souhaite échapper à cette procédure administrative, il s'expose à une amende de 5 000 euros minimum à 15 000 euros maximum dressée par le service de l'État. Sur 4 ans, ce sont 1 200 dossiers qui ont été déposés sur la commune. Et en matière de transactions immobilières, 2020, année du Covid, on peut dire que c'est une année record. Oui, on dénombre pour l'année 2020 200 déclarations d'intention d'aliéner, c'est-à-dire l'intention de vendre son bien immobilier. Pour comparaison, la moyenne ces 4 dernières années était de 180. La ville poursuit toujours son opération façade et depuis 2015, où nous avons doublé les subventions, je pense que les résultats sont très bons. En 2020, 15 dossiers ont été déposés en mairie pour un montant global de subventions communales de 46 000 euros. Ce dispositif, rappelons-le, a pour objectif de préserver et valoriser le patrimoine bâti, d'améliorer le cadre de vie des habitants en attribuant aux propriétaires des aides pour les travaux de ravalement des façades de leur logement. Mais qui peut en bénéficier? Tous les propriétaires bailleurs ou occupants et sur toutes les parties de la maison visible du domaine public. Cependant, un même propriétaire ne pourra bénéficier de l'opération qu'à raison d'une façade par an. Et quelle est la procédure à suivre? Avant tout engagement et début de travaux, il est primordial de prendre rendez-vous auprès du service urbanisme de la mairie. Ensuite, vous choisirez votre artisan qui vous fournira un devis qui viendra compléter votre demande préalable de subvention. Attention, pour que l'aide communale soit validée, le coût total de vos travaux ne doit pas dépasser 20 000 euros TTC. En matière de travaux dans les logements, on va en profiter pour rappeler un petit peu quelles sont les déclarations à faire avant tout travaux dans les logements. Loin de n'être qu'une simple formalité, la déclaration préalable de travaux doit être déposée à la mairie dans de nombreux cas. Ne pas se soumettre pour entraîner de lourdes sanctions, comme l'obligation de remettre à l'état d'origine avant travaux son logement. Faisons un tour des travaux les plus concernés. Un ravalement de façade, rejointement ou changement de couleur, les extensions et espaces habitables supplémentaires, l'installation d'une véranda ou terrasse couverte, les fenêtres de toit style Velux, les réfections de toiture, la pose de panneaux photovoltaïques ou encore, mais plus rarement, une piscine. Merci Corinne pour ton intervention. On passe à toi Benoît. Tu es adjoint en finances. À chaque début de mandat, la Chambre régionale de la Cour des comptes dresse un rapport d'observation sur la gestion précédente. Peux-tu en dire quelques mots? Avant de rentrer dans le détail, la Chambre régionale des comptes, c'est quoi? Une institution d'État. Son rôle est d'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. C'est donc une institution indépendante qui contrôle tous les organismes recevant de l'argent public. Elle certifie les comptes, y apporte une évaluation des politiques publiques engagées ainsi que des recommandations qu'elle pourrait faire le cas échéant. Alors, le rapport commence généralement par un diagnostic que nous connaissons bien. Exactement. Elle dresse une mise en situation de la commune, de manière générale et de ses habitants.
Par exemple, il faut savoir que le revenu disponible des ménages fourmisiens est inférieur au niveau national. 76% des foyers fiscaux sont non imposables. Que le diagnostic socio-sanitaire place notre territoire parmi ceux ayant la situation sociale la plus défavorable. Mais elle a montré en évidence aussi une chose très importante, c'est que la ville de Fourmies supporte seule des équipements municipaux à rayonnement intercommunal. Par exemple, on va pouvoir dire le théâtre, le pôle d'enseignement musical, la piscine, le futur cinéma ou encore l'écomusée, dont la ville est propriétaire des bâtiments et qui nécessitent d'importants travaux. Alors, la Chambre régionale de la Cour des comptes dresse un bilan sur la gestion des 6 années passées, mais aussi sur les perspectives d'avenir. Exactement. Sur la période du mandat, la situation financière, et je cite, et ça c'est très important, est équilibrée, avec une progression importante des produits et beaucoup plus importante que les charges y afférentes. Il apparaît bon de souligner que dès notre arrivée, en 2014, nous avons baissé d'1 point notre fiscalité sur les ménages. La Chambre régionale souligne aussi une évolution des charges du personnel qui s'explique par la mise en place d'un certain nombre d'équipements. Je vais prendre l'exemple de la médiathèque, je vais prendre l'exemple du labo, avec la mise en place des personnes permettant de recevoir les fourmisiens et les habitants de l'intercommunalité par rapport à une volonté de découvrir ce que c'est que la 3e révolution industrielle. On parle 3e révolution industrielle, on a mis en place aussi un service, donc nécessitant un certain nombre de personnes. On a aussi une promesse de campagne qu'on nous avions dit et qu'on a mis en place dès notre arrivée, c'est en employant des contrats d'avenir pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de la collectivité. Et c'est un élément important. La ville a toujours disposé d'une capacité d'autofinancement positive sur l'ensemble de la période de mandat pour se stabiliser à 2,47 millions d'euros en 2019. Mais la Chambre régionale de la Cour des comptes parle aussi endettement. Exactement. Sur l'endettement, l'encours de la dette a progressé. Et pour cause. En 2014, on ne peut pas dire que Fourmies ait joué son rôle de stimulateur économique. Il est bon de rappeler qu'avant tout, une collectivité, de façon générale, sont les moteurs de l'activité et la croissance économique de son territoire. Notre rôle n'est donc pas d'épargner, mais d'investir, de dépenser, de faire bénéficier à tout le monde, à ses habitants et à ses entreprises du bassin d'emploi, des ressources. Notre arrivée, nous avons élaboré un véritable projet de rebond et de transformation. Et ça commence à en voir les fruits. La Chambre régionale a souligné néanmoins que notre capacité de désendettement est inférieure à la référence critique de 12 années. Nous sommes à 7,7 années. Mais aussi le taux d'intérêt moyen est maîtrisé et nous avons diversifié nos emprunts. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes, et ça aussi c'est important de le souligner, indique que notre plan pluriannuel d'investissement pour la période 2020-2023 est ambitieux au regard de nos capacités. Mais ceci ne tient pas compte des subventions sollicitées, des subventions publiques, parce qu'elles ne sont pas encore notifiées. Effectivement, on ne peut pas inscrire une subvention si elle n'est pas notifiée. Et pour clore ce sujet sur la Chambre régionale de la Cour des comptes, je tiens à rassurer tout le monde, à mon initiative, une étude financière prospective a été lancée et qui va être faite par le cabinet KPMG et entièrement financée par la Caisse des dépôts et consignations pour nous aider à dérouler le plan pluriannuel d'investissement sur les 10 prochaines années à venir. Autre sujet, Benoît, on dit beaucoup, on entend, pas que sur Fourmies mais partout, les collectivités ont moins dépensé puisqu'il y a eu la crise du Covid, moins de manifestations, moins de dépenses. Est-ce que c'est vrai ? On ne peut pas faire ce genre de raccourci. C'est quand même un petit peu facile à dire. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'événements qui n'ont pas pu se tenir. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de manifestations d'ampleur sur la ville de Fourmies qui n'ont pas pu se tenir. Mais
malgré tout, on a dû faire face à des dépenses supplémentaires non négligeables. Il faut savoir que l'opération Covid, pendant la pandémie, pendant le confinement, coûte à la collectivité 170 000 €. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est que les masques que nous avons distribués auprès de la population, ça représente un coût global de 50 000 €. La distribution de gel hydroalcoolique, de désinfectants, dans tous les établissements publics recevant de la population, ça représente 36 000 €. Il faut aussi tenir compte, comme cela a été dit pour les écoles, de la mise en place d'un protocole. Ce protocole, ça nous coûte 16 000 €, sans oublier bien sûr la prime Covid. Alors ça, c'est un coût. Mais il y a des recettes que nous n'avons pas pu avoir. Par exemple, la location de salles pour les fêtes familiales, pour les repas, les lotos divers et variés, ça représente 11 000 €. La piscine a été fermée. Si la piscine est fermée, ça veut dire qu'il y a des entrées en moins. Les entrées, ça représente 90 000 €. Le camping, ça représente 42 000 €. Le théâtre, la saison culturelle a dû être reportée. Les entrées qui n'ont pas été engagées, c'est 52 000 €. Le marché hebdomadaire, avec l'annulation de la location d'emplacement, c'est 20 000 €. Sans oublier, bien sûr, l'aide au loyer que nous avons apportée aux commerçants à hauteur de 5 000 €. Tout à l'heure, avec Maxence, on a parlé des gros projets. Qui dit gros projet, il y a un coût. Parle-nous un peu du financement de ces projets, justement. Alors, il faut savoir que pour chaque projet, on réunit systématiquement l'ensemble des financeurs. Quand on parle de financeurs, il n'y a pas que les organismes bancaires. Il y a avant tout l'État, la région, le département, et nous faisons un tour de table, de voir un petit peu sur quel dispositif nous pouvons aller. Et bien sûr, nous ne lançons pas le projet sans avoir la certitude du financement. Je reviens sur les subventions de tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas la certitude de pouvoir bénéficier de la subvention, nous n'engagerons pas le projet. C'est un élément important. Par contre, au grand déboire de certains, on ne peut pas les notifier. On ne peut pas l'inscrire à notre budget parce qu'elles ne sont pas notifiées par les organismes, que ce soit l'État ou la région ou le département. Alors j'aimerais bien aussi revenir sur un sujet qui a fait polémique un petit peu, c'est la piscine. C'est un secret de polichinelle. On sait que la piscine doit être modifiée, elle doit être reconstruite. Elle est vieillotte, elle a plus de 35 ans, voire même 40 ans. C'est des bassins suspendus. Et aujourd'hui, la structure, elle est vieillissante et nous devons prévoir à la changer. Et c'est ce que nous avons prévu. Nous y travaillons déjà depuis un certain temps. Et on va y travailler encore pendant un certain nombre d'années, parce que grosso modo, pour qu'elle puisse être ou revoir le jour, une nouvelle piscine, il faudra encore compter 5 ans, la fin de notre mandat par rapport à ça. Et ça sera un transfert aussi, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cour des comptes nous avait souligné la charge centrale. Nous allons travailler d'une manière intercommunale par rapport à ça, parce que la piscine, même si elle est sur la ville de Fourmies, elle bénéficie à la fois à nos enfants, mais à l'ensemble des enfants des communes de l'intercommunalité. Alors il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui qui n'est pas subventionnée. C'est les voiries. Depuis que nous sommes arrivés, c'est quand même 11 millions d'euros que nous avons investis pour la rénovation des voiries. Et Maxence a dû le dire, il n'est pas question que nous nous arrêtons maintenant. On a encore beaucoup de travail, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites pendant des années. Et donc on y travaille chaque année, on réfléchit à la priorité de telle ou telle rue par rapport à ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Maxence nous a parlé des travaux de voirie qui étaient prévus pour 2021. Voilà. Merci Benoît, merci Corinne, merci à vous deux. Avant de nous quitter, un mot sur la troisième révolution industrielle à Fourmies. 2020 aura été marqué par des avancées, à l'image des écoles Aragon et Mendes France, qui démontrent bien notre stratégie en matière de performance et de production énergétique. Dans le même domaine, la ville de Fourmies s'est dotée de 2 centrales photovoltaïques
sur le gymnase Marie-Josée Pérec et Léo Lagrange, avec une production équivalente à la consommation énergétique de 52 ménages par an et une économie pour la ville de Fourmies de 15 000 € sur les factures. Ces 2 centrales photovoltaïques ont fait l'objet du premier financement participatif des Hauts-de-France. Fourmisiens et habitants des Hauts-de-France ont pu participer à son financement et donc récolter les fruits de ce qui est produit à Fourmies. Être autonome en énergie renouvelable, c'est aussi baisser nos consommations énergétiques. C'est pour cela que la ville réhabilite ses bâtiments publics, à l'image des écoles qui vous ont été présentées, mais nous devons aussi agir sur le patrimoine privé. Nous savons que bon nombre de logements sont insalubres, et donc la ville est en train de réfléchir à la création d'une société d'économie mixte afin de pouvoir intervenir sur le bâti privé. Dans le domaine du numérique, le labo n'a pas chômé pendant le premier confinement et a démontré que le numérique avait toute sa place dans la société. Il a participé à la conception de 1300 visières à destination du personnel soignant. En parallèle, 450 masques ont été conçus en tissu de stérilisation, découpés au laser à destination de l'hôpital de Fourmies. Le labo a aussi profité d'une extension de 50 mètres carrés afin d'accueillir le public dans des conditions optimum avant d'arriver dans l'ancienne friche commerciale d'IA. D'ailleurs, friche commerciale qui va accueillir le futur tiers-lieu, composé du labo, mais aussi de commerces en façade, d'un restaurant, d'une salle de répétition pour un orchestre de 120 musiciens et bien évidemment d'un studio d'enregistrement audio-vidéo. Les travaux de déconstruction ont démarré en juin 2020, avec une reconstruction en mars 2021 et inauguration début 2022. Pour terminer sur le volet numérique, fin janvier sera le lancement de la première session de l'incubateur AFPA Impression 3D Polymère, qui permettra aux stagiaires d'avoir une formation équivalente à Bac+2. Et bien évidemment, toujours en cours, le projet d'installation du premier hub de l'impression 3D métal. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Des vœux particuliers cette année. Nous n'avons pas pu évoquer tous les sujets, mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de l'année 2021 et je pense que les vœux 2022 seront encore plus attendus. Merci d'avoir été au rendez-vous, merci de nous avoir écoutés. Je remercie en tout cas le service menuiserie de l'Hôtel de Ville pour la conception de cette table sur mesure, mais je remercie aussi les agents du théâtre et aussi Romain Abraham pour la mise en scène. Pour finir, au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur, de joie, de santé, de réussite professionnelle, pour vous, vos familles et vos proches. Je vous remercie.